Bon, je pense qu'on peut commencer. Bonjour à toutes et à tous. Euh, Juste pour me présenter très brièvement, moi je suis Fabien, le directeur de la Fondation Heinrich Böll ici à Dakar. Chers participants, chers discutants et chers partenaires surtout, c'est avec un grand plaisir que HBS Dakar lance aujourd'hui cette nouvelle série de débats appelée Böll Talks. Böll Talks sera un format permettant à HBS Dakar, mais aussi à ses partenaires, de traiter rapidement et sans une grande organisation des sujets et des thématiques d'actualité. Nous prévoyons d'organiser ces discussions et rencontres régulièrement, ça veut dire une fois par mois, pour aborder en fait des sujets qui sont très chers à nous et à notre fondation. Avant d'entrer maintenant dans le vif du sujet, je tiens d'abord à exprimer ma profonde gratitude à mes collègues Miniel et Fatma qui ont organisé cette discussion et s'occupent de l'animation et de la modération. Miniel, elle s'occupe de l'animation et elle va aussi donner des détails logistiques tout à l'heure. Et Fatma, elle va modérer cette discussion aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Et un grand merci également à nos intervenants aujourd'hui. La 28e édition de la Conférence des parties des Nations Unies, également connue sous le nom de COP, s'est tenue à Dubaï en novembre l'année dernière. L'objectif principal était bien sûr de remettre le monde sur la bonne voie pour maintenir le réchauffement de la planète en-dessus de 1,5 degrés. Et pour des pays comme le Sénégal, la conférence offrait de nombreuses opportunités, notamment l'adoption du fonds pour les pertes et dommages et aussi le financement pour ce fonds, ainsi qu'un accent pendant la conférence qui était mis sur la transition juste et équitable. De plus, un accord a été conclu pour abandonner la combustion du charbon, du pétrole et du gaz, mais certains pays s'inquiètent de la faiblesse de l'accord et de son manque de détails. Les pays en développement, comme le Sénégal, qui possèdent des réserves de combustibles fossiles, ont fait valoir qu'il était injuste de s'attendre à ce qu'ils renoncent à l'une de leurs sources de revenus sans recevoir une aide pour le faire. Pourtant, les chefs de l'État africain ont affirmé la volonté de l'Afrique de jouer un rôle central dans la lutte contre le changement climatique. Que attendaient les pays africains, et en particulier le Sénégal, de la COP28? Comment sortir des combustibles fossiles concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire une transition juste et équitable pour des pays africains comme le Sénégal? Ce sont quelques questions que nous aimerons discuter avec vous aujourd'hui. Pour HBS Dakar, il est clair que nous ne pouvons pas sauver une planète en feu avec une lance à incendie des combustibles fossiles. Nous demeurons résolument engagés à contribuer à l'avènement d'une ère de transition énergétique équitable. Et maintenant, sans plus tarder, je passe la parole à ma collègue Fatma, ou d'abord à Miniel, qui va vous fournir avec les détails logistiques, et après à Fatma pour commencer et entamer la discussion. Merci beaucoup pour votre participation. Merci Fabienne, merci Fatma, bonjour à tous. Encore une fois, nous sommes ravis de vous accueillir à ce premier HPS Talks ou Böll Talks. J'ai la responsabilité de vous parler des détails logistiques de ce webinaire. La première information est qu'il est enregistré, donc ce qui nous permettra bien sûr de le diffuser sur les différentes plateformes des réseaux sociaux. Mais donc, nous avons besoin de votre accord de principe. Vous pouvez laisser un message dans le chat si vous avez une raison contre cet enregistrement. En tout cas, nous espérons que vous pourrez le partager une fois qu'il sera disponible sur notre chaîne YouTube. Le deuxième détail, c'est que tous les micros doivent être coupés. Seuls les intervenantes et la modératrice auront leur micro ouvert pendant la première heure, en tout cas, de présentation. Et ceci pour nous permettre justement de gagner en temps et d'avoir plus de latitude pour les questions et réponses. En tout temps, bien évidemment, vous pouvez utiliser la chat box. Qui sera monitoré par moi et toutes les questions seront partagées avec ma collègue Fatma.
Et à la fin du webinaire, quand la modératrice vous le proposera, vous pourrez lever la main. Donc, c'est la petite icône que je pense que tout le monde connaît pour vous permettre justement de prendre la parole. Nous espérons avoir un temps suffisant, mais si ce n'est pas le cas, veuillez nous en excuser et nous essaierons justement de proposer plus de temps de parole pour les prochaines éditions. Je voudrais juste vous dire qu'à la fin de ce webinaire, vous aurez un formulaire que nous vous invitons à remplir pour nous aider au niveau du format. Et j'espère que nous aurons le plaisir de vous accueillir à nos prochains Bull Talks. Donc, comme Fabienne l'a dit, nous espérons en avoir un tous les mois et nous alternerons entre notre programme écologie, donc celui qui chapeaute le talk d'aujourd'hui, et le programme démocratie. Voilà, je passe la parole à Fatma et bon webinaire à tous. Au revoir. Merci beaucoup, Mignel. Merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Merci, Fabien, pour ces mots de bienvenue. Chers partenaires, chers invités, nous vous remercions déjà pour votre présence. Je m'appelle Fatma Silla, coordonnatrice du programme écologie. Et aujourd'hui, je me réjouis vraiment de modérer ce panel avec ce premier HBS Talk qui sont des rendez-vous qui se veulent des cadres de discussion, d'information, d'échange, mais également d'apprentissage mutuel et d'analyse et de perspectives. Donc, pour aujourd'hui, nous avons vraiment le plaisir de recevoir des experts et des expertes, chacun dans son domaine, et qui nous partageront vraiment leurs analyses éclairées sur la question principale de ce webinaire qui nous a été posée, à savoir si la COP28 fera-t-elle la différence. Donc, comme vous le savez, la 28e la conférence des nations sur le changement climatique COP28 s'est tenue à Dubaï du 30 novembre au 13 décembre. Et cet événement a regroupé plus de 150 chefs d'État, mais également plus de 80 000 participants venus du monde entier pour avoir des discussions sur le climat et le changement climatique principalement. Donc, les principaux thèmes de la COP28 étaient entre autres le bilan mondial, mais également tout ce qui est les questions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. La question également du financement de l'action climatique a été beaucoup évoquée durant cette COP avec le Fonds pour les pertes et dommages. Et ainsi, après presque un mois après la tenue de cette importante rencontre, qui a vu quand même la participation très importante d'une délégation sénégalaise composée notamment du secteur privé de l'État du Sénégal, mais également des acteurs de la société civile. Donc, aujourd'hui, l'occasion se présente pour nous, la Fondation, à travers sa Talk, un peu de dresser un état des lieux et de partager également les discussions et les résultats phares qui ont débouché à l'issue de cette COP28. Donc, avant de commencer, d'entrer dans les discussions, je me permettrai juste de présenter nos panélistes, nos experts qui nous ont donné quand même l'aval aujourd'hui de pouvoir participer à ce webinaire et nous les remercions fortement pour cela. Donc, je vais juste commencer à présenter nos panélistes avant de rentrer vraiment dans la discussion qui nous rassemble aujourd'hui. Donc, en tant qu'intervenante, nous aurons aujourd'hui Madame Absa Mbodj. Absa, elle est agronome de formation, donc elle travaille à Indapronat en tant que responsable des partenariats multi-acteurs. Actuellement, elle assure le secrétariat de la DITAIES, qui est la plateforme pour la transition agroécologique au Sénégal. Donc, c'est une plateforme multi-acteurs nationale qui travaille à la promotion de l'agroécologie au Sénégal par le partage d'expériences, mais également le plaidoyer et la recherche et la formation. Donc, voici Madame Absa Mbodj qui nous fait le plaisir d'intervenir aujourd'hui dans ce webinaire. Nous aurons également M. Mamadou Lamine Ndiaye, qui est un partenaire également de la Fondation et qui est membre du réseau Action pour la justice environnementale AGE. Il est également programme officer au sein de l'ONG Natural Justice. Il est juriste environnementaliste, expert en sauvegarde environnementale et sociale, et ayant collaboré vraiment avec des institutions au niveau national comme international. Donc, il est consultant à ses heures perdues sur les questions de transition énergétique, du contentieux environnemental et climatique, et il est en même temps formateur sur les questions de justiciabilité des droits environnementaux des communautés impactées par des projets d'infrastructure. Monsieur Diagne, nous vous remercions vraiment pour votre présence aujourd'hui.
Donc, je vais passer aussi à l'autre intervenant, un autre Lamine. Aujourd'hui, on a deux Lamines. Il y a Lamine Cissé également, qui est un expert en aménagement du territoire et développement régional. Il est titulaire d'un DSS en aménagement territorial, décentralisation et développement local et un master en aménagement des infrastructures publiques de l'Université de Dakar. Monsieur Cissé cumule vraiment une expérience de plus de 20 ans dans le management des projets de développement au Sénégal, mais aussi en Afrique de l'Ouest. Et il intervient sur des questions telles que le développement local et rural également, tout ce qui est la gestion des ressources naturelles, de la biodiversité, sur les changements climatiques également. Et M. Cissé également, en plus de cela, a une expérience de 10 ans dans la mise en œuvre des projets de mise en œuvre par l'USAID et a aussi officié en tant que consultant pour de nombreuses institutions internationales comme la Banque mondiale, le PNUD, le GGDI et Expertise France. Donc, depuis 2 ans, j'ai Cissé travaille pour l'African Climate Foundation. Donc, c'est une fondation sud-africaine intervenant sur les questions de changement climatique et de transformation économique. Et depuis 2023, le représentant pays. Félicitations, Michel Lamine Cissé, et merci d'être présent aujourd'hui avec nous. Enfin, je terminerai par Madame Maïmouna Etouat. Maïmouna, merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Maïmouna est consultante en politique publique et transition. Donc, elle est diplômée à l'Institut d'études politiques de Grenoble. Elle a mené également des travaux de recherche sur la fabrique des politiques publiques de mobilité durable dans le contexte métropolitain de métropolisation à Lyon et à Marseille. De son retour au Sénégal après une carrière vraiment dans l'administration française en tant que consultante formatrice, conseillère politique et directrice de cabinet parlementaire, elle dirige aujourd'hui sa propre cabinet, son propre cabinet, je veux dire. Donc, le cabinet s'appelle le cabinet 360 degrés conseil. Donc, elle travaille sur les questions d'expertise par rapport aux collectivités territoriales et des agences de l'État sur les questions de formulation et d'évaluation de politiques publiques, de planification stratégique et de gouvernance. Mais elle intervient également sur les questions de mobilité durable, d'habitat durable, d'aménagement urbain durable et de démocratie participative, des thématiques qui sont très chères également à la Fondation. Merci beaucoup, Maïmouna, d'être avec nous aujourd'hui. Donc, suite à cette présentation des intervenants, je pense qu'on peut juste entrer dans le vif du sujet. Et pour cela, je vais demander à commencer par M. Cissé Lamine. Lamine, je sais que vous étiez à la COP, vous étiez très mobilisé même en tant qu'acteur de la société civile. Donc, je voudrais savoir et vous poser cette question. Si la COP 28 a vraiment tenu ses promesses en fin de compte, parce que quels étaient les résultats phares qui pourraient excusez-moi, excusez-moi, il y a du bruit derrière. Donc, quels étaient les résultats phares qui pourraient vraiment sortir de cette COP? Et en perspective également de tout ce qui est la mobilisation des ressources pour l'action climatique, je sais que vous travaillez dans une organisation philanthropique. Quel est le rôle de ces organisations, notamment sur le cadre du Fonds des pertes et dommages, mais également sur le financement de l'adaptation au changement climatique, si on sait que l'adaptation au changement climatique a souvent été le parent pauvre du financement de l'action climatique. Donc, c'est peut-être 3 questions que je vous lance d'un seul coup, mais je sais que vous allez vous résumer en 10 minutes, nous revenir sur ces points. Si la COP28 a tenu ses promesses, quels étaient les résultats phares et quel est le rôle que les organisations philanthropiques comme la vôtre peuvent également jouer dans le financement de l'action climatique? Merci, M. Cissé, vous avez la parole. Merci Fatma pour cette présentation-là et merci de me mettre dès le début sur le gris, hein. Mais je vais essayer de répondre quand même. Je pense que c'est une excellente initiative que la Fondation a lancée quand même de regrouper les acteurs et de pouvoir discuter sur un peu les résultats de cette COP. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les pays africains peuvent espérer de ça?
Moi, j'ai eu la chance d'avoir participé à la COP27 et aussi d'avoir participé à la COP28. Je dirais d'ores et déjà qu'il y a eu une différence de taille, hein. Il y a eu une différence de taille. Je me rappelle lors de la COP27, à la limite, les gens partaient un peu dépités en se disant que on n'aurait quasiment pas de résultats. Et c'est au dernier moment même que cet accord sur le loss and damage, les pertes et dommages a été annoncé comme quelque part une bouée de secours, hein, pour que la COP27 ne soit pas à la limite un fiasco. Il faut dire que le scepticisme qui était là, qui est ambiant, hein, sur toutes ces grandes messes qui regroupent énormément de personnes et que certains voient comme souvent inutiles. La COP28 a été l'un des plus grands événements, hein. Ça a mobilisé entre 85 000 jusqu'à 100 000 personnes. Et en fait, le fait historique de cette COP-là, comparé à d'autres, c'est que dès le premier jour déjà, en fait, les gens ont pu souffler parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que le fonds sur les pertes et dommages a été annoncé et que déjà, on a commencé à voir le compteur qui montait avec beaucoup d'engagement de la part des partenaires à mettre des ressources pour l'opérationnalisation de ce fonds-là. Aujourd'hui, je pense, si je ne m'abuse, il y a eu des engagements à hauteur de 700 millions de dollars pour mettre en œuvre ce fonds-là, qui est, comme vous l'avez dit, Fatma, hein, c'est un élément extrêmement critique dans le cadre de l'appui à ces pays vulnérables qui sont le plus affectés par les questions de changement climatique et qui souvent sont dans des situations de crise où l'urgence recommande de mobiliser très rapidement des moyens pour prendre en charge les questions récurrentes. Et donc, effectivement, que la communauté mondiale se soit engagée dès le départ aujourd'hui à mobiliser des ressources, effectivement, ça a été un élément fondamental par rapport à cette COP-là. Il y a eu énormément d'engagement. On pourra revenir sur ça. Il y a eu énormément d'engagement. Mais aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que les engagements sont très loin des besoins, de couvrir les besoins, surtout des pays pauvres, des pays, les pays à faible revenu. Aujourd'hui, quand on estime les besoins, on se rend compte que ce qui est mobilisé dans le cadre de la finance climatique ne couvre même pas les 10% les 10% des besoins pour ces pays développés. Donc, il y a toujours ce sentiment d'insatisfaction, notamment sur la question de la finance climat. Il y a eu un certain nombre d'avancées, effectivement, qui peuvent intéresser peut-être les pays africains. Sur le Green Climate Fund, il y a eu un réapprovisionnement qui a été fait. Il y a de nouvelles ressources qui ont été mises à la disposition du Green Climate Fund. Il y a d'autres ressources qui ont été mobilisées pour les pays moins avancés. Mais les besoins sont là. Et aujourd'hui, un des éléments clés de cette COP-là, c'est le Global Stocktake qui a défini des objectifs, mais qui a aussi donné les voies et moyens pour en fait, atteindre ces objectifs-là. Et il est bon que sur ce Global Stocktake-là, les voies et moyens de mobiliser plus de ressources, ça a été clairement dit, c'est aussi une réforme du système financier mondial pour permettre aux pays pauvres d'accéder à plus de ressources de manière juste, de manière transparente, de manière équitable
pour pouvoir prendre en charge ces questions-là. Nous, en tant que fondation, c'est quelque chose sur lequel depuis longtemps nous travaillons. Aujourd'hui, on se rappelle que juste avant, il y a eu quand même ce sommet de Paris-là qui a travaillé, qui a eu à discuter sur ces questions de réforme du système financier mondial pour permettre à ces pays-là plus de ressources. Sur l'opérationnalisation du fonds, ça, c'est un élément clé. Je pense que ce qui a été le plus discuté, c'est vraiment sur le global stake, où c'est vraiment l'un des éléments majeurs, en fait, des discussions, des négociations. Aujourd'hui, on a pu s'entendre sur un objectif de 43% de réduction du taux d'émission par rapport à 2019, un objectif pour 2030 pour nous permettre de limiter le réchauffement climatique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les pays peuvent s'engager et dans ce cadre-là, il y a l'agenda climatique qui recommande aux pays d'ici 2025 de mettre à jour leur, leur CDL et donc prendre en charge cet objectif-là, notamment tripler les énergies renouvelables, le triplement des énergies renouvelables, le doublement de l'efficacité énergétique, la réduction de l'utilisation de charbon, l'élimination des subventions sur les énergies fossiles. Et je pense que ça aussi, c'est un élément clé en termes de résultats pour la première fois, les pays ont fait référence quand même aux besoins d'une transition qui soit juste, qui soit ordonnée, et qui soit équitable et une sortie des énergies renouvelables. C'est la première fois qu'un texte comme cela fait référence aux énergies fossiles. C'était pas évident au début. Ça veut dire que ça aura un impact. Et c'est ça, comme vous l'avez dit, l'une des questions des négociations pour les pays africains, et surtout un certain nombre de pays africains détenteurs de ressources naturelles, notamment de gaz et de pétrole, qui, au nom du droit au développement, du droit de l'accès à leur population, à l'énergie, ont invoqué ce droit d'utiliser ces ressources-là pour le pétrole, comme le pétrole et le gaz, et c'est le cas du Sénégal. Et malheureusement, bien que cette question a été posée, il reste toujours des insuffisances en matière de finance. Je pense que de manière globale, énormément de choses ont été faites, énormément d'engagements ont été pris. Le premier constat, et ça, c'est pas aujourd'hui, ça date pas d'aujourd'hui, c'est que les besoins sont encore très faibles. Les engagements sont encore très faibles par rapport aux besoins. Ça, c'est un élément. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est qu'il y a aussi souvent des engagements qui ont eu peu d'effet en termes de réalisation concrète. Donc, ça aussi, c'est une autre question sur laquelle le débat se pose, la matérialisation de ces engagements-là pour les pays développés. Je vais m'en arrêter là. Je pense que dans le cours du débat, on pourra rentrer de manière plus pratique sur les résultats de cette COP-là. Sur la deuxième question, quel pourrait être le rôle des organisations philanthropiques? Je pense que même durant cette COP-là, il y a plusieurs initiatives qui ont été lancées par les organisations philanthropiques.
Il y a eu un appel à l'action, par exemple, avec 18 organisations philanthropiques, notamment ACF, la Fondation Agahan, ClimateWorks, qui ont sorti un texte pour demander plus une mobilisation plus accrue de ressources. Je pense que ça, c'est un élément du travail que les organisations philanthropiques font. C'est cette capacité de mobilisation qu'ils ont, de mobiliser des ressources importantes, mais aussi et surtout la capacité qu'ils ont d'appuyer des acteurs de la société civile, de renforcer leur capacité et de s'assurer que ces acteurs-là aient voix au chapitre et puissent être présents durant les négociations sur ces discussions. Nous, au niveau de SIF, c'est un élément important de notre stratégie. Nous nous assurons dans ces négociations-là qu'il y ait une forte représentation des acteurs de la société civile, mais aussi qu'ils puissent porter le message haut et fort, qu'ils aient les capacités de plaidoyer, de communication. Je prends un exemple, c'est le travail que SIF est en train de mener avec Enda Energy au niveau du Sénégal et dans la sous-région pour mettre en place des plateformes de concertation, de collaboration entre ces acteurs-là, avant ces COP-là et avant tous ces événements où il y a un travail de négociation qui se fait, les préparer à porter la voix des communautés, bâtir des évidences qui peuvent être portées haut et qui peuvent. Donc, c'est un élément fondamental de notre travail. Mobiliser des ressources pour appuyer les acteurs, appuyer notamment les acteurs de la société civile, mais aussi il y a un travail technique qui se fait énormément et ces organisations philanthropiques n'appuient pas seulement les acteurs de la société civile, mais aussi les gouvernements à mobiliser l'expertise, tout le travail autour du JETP. Quand je prends le premier JETP qui a été signé par l'Afrique du Sud, aujourd'hui, il y a tout un travail de ACF en arrière en termes d'appui institutionnel, en termes de mobilisation de capacités d'expertise. Sur ce travail-là, il y a aussi toute la communication, mobilisation des médias pour sensibiliser, pour communiquer, pour mobiliser encore. Je vais pas vouloir monopoliser la parole, je vais m'en arrêter là. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, mais au cours du débat, on aura l'occasion Je vous remercie, Fadma. Merci beaucoup, Damien, pour cette intervention de qualité qui est revenue globalement sur les points saillants de cette COP28. Et je pense pour un peu résumer ce que je vais pas essayer de résumer parce que vous avez dit beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a des chantiers qui sont ouverts quand même durant cette COP en termes de transition énergétique, sur quelle voie on va aller dans les années à venir au niveau de la COP en termes de définition des stratégies, mais également toute cette mobilisation des ressources à faire pour le fonds de pertes et dommages. Et je pense que tu es revenu également sur cette nécessité également de mobiliser ou de réorienter quand même les fonds de l'action climatique par rapport aux pays très vulnérables qui sont impactés par le changement climatique. Donc, réorienter les fonds de l'action climatique sur les actions d'adaptation au changement climatique qui sont une condition sine qua non pour le développement même de ces pays en voie de développement. Donc, pour ramasser un peu, c'est ce que j'ai retenu. Mais je pense que dans les discussions, après la présentation des autres intervenants, je pense qu'on va ouvrir le débat. Peut-être d'autres éléments vont revenir dans la discussion. Donc, je pense que, Lamine également, je vais rebondir sur ce que tu as dit, sur la nécessité d'avoir une forte implication des acteurs de la société civile. Et pour cela, j'aimerais un peu avoir cette discussion avec Absa de Enda Pronat. Elle est également chargée de capitalisation pour la plateforme de la DITAIES. Cette année-ci, on a vu une forte mobilisation des acteurs de la DITAIES ou même du secteur de l'agriculture ou bien de l'agroécologie à cette messe mondiale du changement, de la lutte contre le changement climatique. Donc, on a eu une présence assez remarquée quand même des organisations sénégalaises. Et je pense qu'en termes de changement climatique, on ne peut pas avoir ce regard également sur l'agroécologie ou l'agriculture
durable qui peut avoir vraiment un rôle crucial dans la lutte contre les changements climatiques, mais également dans l'atteinte de la souveraineté alimentaire pour toutes nos régions au niveau du Sahara qui font face à des impacts sur l'agriculture, notamment avec le changement climatique. Donc, avoir cette forte présence également des acteurs de l'agroécologie au Sénégal qui travaillent dans la promotion de la transition agroécologique a été fortement remarqué. Donc, Absa, moi, je voudrais te demander, par rapport à cette thématique que vous portez, ce plaidoyer pour une transition agroécologique, quels ont été les résultats phares durant cette COP? Êtes-vous satisfaite? Et quelles perspectives également ouvrir durant ces échanges ou ces discussions que vous avez eues durant la COP? Donc, Absa, vous avez la parole. Merci beaucoup, Fatma. Merci beaucoup pour l'invitation. Je salue tous les participants et les intervenants. Donc, je vais essayer de répondre rapidement à ta question. Peut-être pour revenir de manière globale d'abord sur, je dirais, ce que je peux dire comme les outcomes ou bien les takeaways sur la question agricole de manière globale. Donc, il faut dire que quand même la particularité dans cette COP28, c'est que il y a eu une avancée majeure sur la question agricole avec la déclaration des Émirats arabes unis sur l'agriculture durable, les systèmes alimentaires résilients et l'action climatique. Tout en sachant que l'agriculture, à elle seule, elle émet environ un tiers des émissions mondiales des gaz à effet de serre. Donc, ça sort des systèmes alimentaires et par système alimentaire, c'est vraiment tout ce qui est production, transport et gestion des déchets, etc. Et donc, dans cette COP-là, tout ce qui a été évité dans les COP précédentes en termes d'accord sur cette question a changé avec cette déclaration-là qui a été signée par plus de 159 pays à ce jour, dont le Sénégal. Et donc, par rapport à la déclaration sur l'agriculture durable, elle est vraiment marquée par un engagement des partis à à accélérer l'intégration de l'agriculture et des systèmes alimentaires dans leurs actions climatiques et en même temps aussi à intégrer l'action climatique dans leurs programmes politiques et leurs actions qui sont liées à l'agriculture de manière globale. Donc, en remplissant cet engagement-là, normalement, d'ici 2025, il est attendu de ces États de renforcer leurs efforts respectifs et partager pour poursuivre un engagement large, transparent et inclusif. Donc, afin d'intégrer l'agriculture dans les systèmes alimentaires et dans les plans nationaux d'adaptation, les contributions déterminées au niveau national, les LTS, etc. Donc, de pouvoir intégrer l'agriculture. Donc, ça, c'était déjà une action, disons, relativement saluée par tous les acteurs de l'agriculture dans cette COP-là. Et il y avait aussi une autre première, je pense, par rapport toujours à la question agricole, qui revenait sur la tenue d'une journée entière, donc à thématique agriculture, qui était également une première et qui a permis d'avoir une feuille de route un peu sur les systèmes alimentaires des Nations Unies. En termes toujours sur la question agriculture, dans le cadre de cette COP-là, il y a eu aussi quelques fonds qui ont été mobilisés. Donc, il y a 2,5 milliards de dollars qui sont mobilisés pour supporter l'agenda agriculture-climat. Donc, qui inclut, voilà, quelques fonds qui sont sécurisés par le groupe consultatif sur la recherche agricole internationale, donc le CGA, pour supporter des innovations des producteurs à petite et grande échelle, dans les pays les moins avancés notamment. Il y a eu également, dans ces 2,5 milliards-là, des fonds qui sont sécurisés pour la recherche et la mise à l'échelle des innovations par la Fondation Gates. Et donc, peut-être en termes d'observation sur ces décisions par rapport à l'agriculture, on peut dire quand même que maintenant, les gouvernements doivent travailler avec les organisations de la société civile pour garantir que les promesses qui sont faites dans le cadre, par exemple, de cette déclaration-là, se traduisent en politique et financement nécessaires pour soutenir les agriculteurs.
Donc, un des défis consisterait désormais vraiment à ce que les fonds soient affectés de la meilleure manière à l'innovation afin qu'ils aient plus d'impact. Peut-être un autre point, c'est vraiment donc de revenir sur notre participation en tant qu'acteur de la société civile, d'ITAS, de manière globale. Donc, il y a Indapreneur qui a organisé dans le cadre de la COP un panel sur les partenariats multi-acteurs pour des systèmes alimentaires durables face aux recommandations, face au changement climatique. Et donc, dans le cadre de ce panel-là, on a quand même pu réunir divers profils. Donc, on a eu des chercheurs, des acteurs du gouvernement, les représentants de la DITAS, etc. Et on a pu avoir un échange assez croisé sur aujourd'hui l'intérêt, disons, d'avoir des partenariats multi-acteurs dans la question du système alimentaire pour avoir cette adaptation-là au changement climatique, notamment en partageant l'expérience de la DITAS. Il y a eu également un échange qui a permis au gouvernement sénégalais aujourd'hui de parler de l'engagement de l'État sur la question de la transition agroécologique, dans la mesure où la question de transition aujourd'hui était vraiment une des thématiques phares de la COP. Quels sont les actes qui sont posés par le gouvernement, les défis et les perspectives? Il y a eu voilà, beaucoup d'autres échanges par rapport aujourd'hui à cette synergie-là qui est en train de naître entre acteurs de diverses origines, notamment je pense aux acteurs de la recherche et aux acteurs du développement qui aujourd'hui, dans le cadre de ces partenariats multi-acteurs, arrivent à innover, à co-créer, à co-construire, et donc à également que la recherche soit plus à l'écoute et que les acteurs, que ce soit du développement de la société civile en général, soient plus et plus le réflexe de collaborer avec eux pour la production d'évidences factuelles, mais également pour la production de, voilà, d'innovations adaptées localement. Et on a également échangé sur tout ce qui est mécanisme de financement adapté aux acteurs de l'agroécologie et les contributions des dynamiques de jeunes et de femmes également sur la question. Donc, en termes de recommandations aussi sur ces questions-là de partenariat multi-acteurs, qui est quand même assez essentiel pour la transition agroécologique particulièrement. Il y a eu certaines recommandations qui sont sorties de ces échanges-là, qui a quand même réuni des acteurs nationaux, donc sénégalais, mais également des acteurs de la région, des acteurs internationaux, et qui ont formulé des recommandations, notamment dans le cadre global du Sénégal, comment est-ce qu'on devrait, pour arriver à ces transitions-là, faciliter tout ce qui est coopération intersectorielle et interinstitutionnelle, par exemple, si on prend le cas de l'agroécologie, qui est plutôt transversale. Si on se limite juste au ministère de l'Agriculture, il y a des questions qui ne seront pas prises en compte dans le cadre des autres secteurs, donc environnement, des fois commerce, avec tout ce qui est commercialisation du système alimentaire, éducation. Donc aujourd'hui, il faudrait vraiment qu'on facilite cette coopération-là, intersectorielle, interministérielle. Donc il y a eu d'autres recommandations qui tournent autour des ressources durables, voilà, d'investir davantage dans la recherche, etc. Donc, de manière assez ramassée peut-être sur la COP, c'est un peu ce que je peux partager pour le moment, Fatma, en attendant peut-être qu'on revienne dans les échanges. Merci. Merci beaucoup, Absa, pour cette intervention très riche qui nous a donné vraiment beaucoup d'informations détaillées sur la participation de la DITAS de manière globale, mais également sur les avancées en matière de transition agroécologique vers des systèmes alimentaires beaucoup plus durables. Et je dirais que, comme vous l'avez dit, c'est la COP des premières sur cette thématique quand même de tout ce qui est transition agroécologique. Et vous avez évoqué également ce besoin d'avoir une matérialisation de partenariats multi-acteurs également pour avoir vraiment une vision holistique de la transition, que ce soit énergétique, que ce soit agroécologique. Donc, je pense que c'est des recommandations très importantes qui ont été formulées par les acteurs quand même durant cette COP. Je pense qu'en tant que société civile, je pense que votre rôle quand même c'est de faire le suivi et je pense que c'est sûr que vous êtes dans cette dynamique et nous vous encourageons juste. Donc, on va parler d'autres choses. On était dans le monde rural, là, on va plus dans l'urbain parce que vous savez que les villes se développent et la plupart de nos populations dans les années à venir vont vivre dans les villes.
Et durant la COP, on sait que le changement climatique, on ne peut pas parler de changement climatique sans pour autant tourner un regard sur le rôle que doivent jouer les villes en termes de stratégie globale, en termes d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, parce qu'on sait que les villes produisent des ressources sur lesquelles nous vivons, mais également engendrent plus de presque 60% des émissions de gaz à effet de serre pour le moment. Et donc, on ne peut pas considérer, on peut à la fois considérer les villes comme un problème, mais également comme solution, parce qu'au niveau des villes émergent des initiatives qui peuvent permettre quand même d'avoir des stratégies d'adaptation au changement climatique. Et pour cela, nous avons une experte qui est là avec nous, qui n'était pas à la COP, mais elle a beaucoup suivi les discussions de la COP autour de cette thématique des villes. Et je pense qu'elle va nous partager avec nous quels étaient vraiment en termes de secteurs clés émetteurs de gaz à effet de serre, comme le transport, la construction. Donc, elle va revenir vraiment quelles étaient les avancées majeures durant cette COP28. Donc, pour Maïmouna, vous avez la parole. Merci. Merci Fatma. Bonjour à tous et merci beaucoup à la Fondation Ball pour cette invitation et de nous permettre justement d'échanger sur ces sujets-là et le retour de la COP28. Alors, moi, je suis une grande absente de la COP, très souvent d'ailleurs, mais bien présente parce que je suis beaucoup les discussions et surtout, j'attrape après, je suis les décisions, hein, parce que l'idée, c'est la question à se poser après, c'est comment implémenter les décisions, comment faire en sorte que les décisions qui ont été prises à la COP soient traduites concrètement sur le terrain. Parce que, bon, c'est bien beau d'échanger, de discuter, de tergiverser sur des thèmes, sur la sémantique. J'étais marquée d'ailleurs sur cette guerre sémantique qu'il y a eu pendant la COP, où il fallait choisir certains mots. Donc, on a fini par accepter au final d'introduire les énergies fossiles parce que bon, c'était tabou, on n'en parlait pas. En tout cas, enfin, beaucoup de pays refusaient d'introduire cette question-là des énergies fossiles. Donc ça, pour moi, c'est aussi une grande victoire. L'autre victoire aussi, c'est le fait que la sémantique de la transition soit vraiment posée comme objectif pour tous les pays. Et c'est quelque chose à saluer parce que ce n'est pas facile. Les mots ont leur poids et le fait de le dire déjà, bon, je vais emprunter un peu le terme de Durkheim qui dit parler, c'est disons, parler, c'est déjà faire. Hein, donc, ce que parler veut dire, dans son livre, ce que parler veut dire. Donc, c'est effectivement le fait de nommer les choses, ça permet déjà qu'on puisse avancer. Mais le mais est important. Il nous reste du coup tout le gros travail, la charge de devoir mettre en œuvre les décisions. En termes effectivement d'avancer, effectivement ces promesses, donc les 25 pays ont quand même promis d'abonder dans le fonds. Donc ça, c'est très bien. Mais on se rappelle des promesses de la COP21 et aussi ce que la COP21 a eu comme résultat au bout de quelques années. On voit très bien que de nombreuses promesses n'ont pas été tenues. Donc, gardons espoir quand même pour cette COP28 avec ces promesses et ces décisions. On peut garder espoir et aussi, nous, en tant qu'acteurs, d'essayer d'opérationnaliser, j'ai entendu le mot tout à l'heure et ça, c'est important. Comment faire pour opérationnaliser concrètement sur le terrain? Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a pris un certain nombre de décisions? Bon, après, effectivement, nous avons besoin d'argent, hein, de ces fonds-là,
pour pouvoir avancer. Donc déjà, de nombreuses promesses de fonds ont été faites ces dernières années avec, au fur et à mesure que les COP se tenaient. On voit qu'en fait, pour l'Afrique, qui avait déjà eu pas mal de promesses, on n'a pas eu tous les fonds dont on a besoin. Donc, encore une fois, ça, c'est un échec pour cette politique de financement du changement climatique, en tout cas des actions climatiques. Alors, effectivement, enfin, moi, je travaille beaucoup sur les questions urbaines, donc l'urbain qui représente une grosse partie de la facture climatique. Effectivement, dans la transition tout à l'heure, Fatma parlait des autres secteurs qui, du coup, qu'on retrouve dans l'urbain, mais aussi, on a besoin de l'agriculture urbaine. Donc ça, je voulais juste le mentionner. Pour réussir justement la transition et cette transformation dont on a besoin, il faut que l'agriculture urbaine soit vraiment introduite et plus sérieusement, qu'on s'y penche pour que qu'on arrive à baisser aussi les émissions qui sont, disons, produites par le transport. Ça, c'est un des exemples. Donc, avoir de l'agriculture urbaine, ça permet effectivement qu'on ait moins de transport des marchandises, des produits de consommation, donc les produits de consommation quotidienne. On a la chance, nous, au Sénégal, quand même, d'avoir de l'agriculture périurbaine, je peux dire, parce que la zone des Niayes nous permet d'alimenter la région de Dakar. Mais on sait très bien, et ça, effectivement, je suis beaucoup les travaux d'Inda Pronat, on sait très bien que ces zones-là sont menacées par l'urbanisation. Donc, c'est un défi énorme de nos États que de sauvegarder, de protéger des zones agricoles pour faire en sorte que l'agriculture reste aussi en zone urbaine. Alors, je vais parler aussi de deux autres secteurs qui sont des secteurs essentiels et des grands secteurs émetteurs de CO2. Je veux citer le secteur du transport qui émet 25% du CO2 mondial. On a aussi le secteur du bâtiment. Donc, ces deux secteurs-là représente disons, la majorité des émissions mondiales. Donc, ça veut dire qu'en fait, puisque on a une grosse proportion du problème avec ces deux secteurs, il faut que les solutions, la plupart des solutions d'adaptation aussi viennent de ces secteurs-là. Au Sénégal, on voit très bien comment effectivement les choses évoluent dans le mauvais sens en termes d'augmentation de la pollution atmosphérique, en termes de congestion urbaine sur notamment la mobilité, où là, il y a un énorme enjeu à travailler dessus. Donc, bon, on peut dire qu'on a eu là, en l'espace de 5 ans, des progrès dans ce sens avec l'arrivée du terre qui participe à baisser les émissions. On a le BRT qui vient d'être inauguré et qui va être mis en service très prochainement. Donc, le transport en commun qui est une solution concrète déjà pour réduire les émissions. Donc ça, on sait qu'une politique publique dans ce sens de mobilité urbaine va permettre de réduire les émissions dans ce secteur. Mais il reste beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. On commence juste à, disons, à poser un peu le sujet au Sénégal. L'enjeu, aujourd'hui, si on prend la région de Dakar, et après je parlerai des villes secondaires, mais si on prend la région de Dakar, l'enjeu est colossal parce qu'on parle aujourd'hui quand même d'une petite proportion de personnes qui détiennent le véhicule personnel. Et on voit aussi que les immatriculations se multiplient d'année en année. Donc, on va avoir une augmentation du parc automobile cumulée à un vieillissement
du parc automobile aussi. Et du coup, les deux cumulés, ça ne s'arrêtera pas. On aura de plus en plus de congestion urbaine, de plus en plus de difficultés à circuler, donc de plus en plus aussi d'émissions. Ce qui, du coup, effectivement, demande une politique de grande envergure en matière de transport urbain. Après, on a la question du fret qu'on n'a pas encore géré au Sénégal. Hein, donc ça, c'est encore un autre domaine du transport. Aujourd'hui, on est sur les questions de mobilité urbaine avec la massification des transports en commun, mais on n'a pas encore touché la question du fret. Hein. Donc, on sait très bien que c'est un secteur aussi qui est fortement émetteur. On sait très bien aussi qu'au Sénégal, il y a énormément de camions qui circulent entre le port de Dakar et l'intérieur du pays et aussi les régions, enfin disons la sous-région, je veux dire, un pays comme le Mali, qui aussi envoie ces camions. Donc, on sait qu'il y a un enjeu là-dedans. Bon, il y a une politique publique sur le ferroviaire qui commence à arriver. Espérons que rapidement, qu'on arrive à faire un report modal, comme on dit, mettre toutes ces marchandises-là sur les rails. En utilisant effectivement le ferroviaire, on va pouvoir gagner quelque chose en termes d'émissions. C'est un véritable enjeu sur lequel il faudrait que les politiques publiques s'y penchent. L'autre enjeu, c'est le secteur du bâtiment. Le secteur du bâtiment, aujourd'hui, cumule 37% d'émissions dans le secteur. Donc, quand on parle d'émissions dans le secteur du bâtiment, donc, pendant la COP, on en a beaucoup parlé. Effectivement, la COP 28 a aussi demandé, on a demandé aux acteurs du bâtiment de renforcer le travail qui a déjà été entamé dans plusieurs pays, il faut le dire. Il faut saluer quand même les progrès. Il y a eu des progrès technologiques sur la partie matériaux, avec le travail qui est mené en recherche et développement pour améliorer les matériaux et décarboner le matériau de construction. Parce que dans le bâtiment, nous avons la fabrication des matériaux, qui est un secteur émetteur, et on a aussi l'utilisation du bâtiment. Donc, cette utilisation, donc, avec dans les pays du Nord, l'utilisation massive du chauffage, et dans les pays du Sud, l'utilisation de l'air conditionné, donc des climatisations. Donc, disons, l'usage du bâtiment émet aussi beaucoup de carbone. Et donc, il y a aussi un enjeu. Et on sait que si on travaille sur le matériau, on va déjà réussir à décarboner pendant la fabrication, mais aussi à décarboner pour l'utilisation. Parce que si on fait on utilise des matériaux durables et des matériaux qui permettraient une meilleure isolation du bâtiment, on va réussir à réduire aussi les émissions pendant l'utilisation, donc pour les usages du bâtiment. Voilà, donc on a des gros enjeux qui ne sont pas que des enjeux des pays développés. On a la chance en Afrique d'avoir des matériaux traditionnels disponibles partout. C'est la terre, par exemple. Au Sénégal, nous avons la terre, le TIFA, il y a des travaux qui sont menés là-dessus. Il y avait aussi des financements là-dessus. Donc, toute cette transition a besoin de financement, d'où l'importance effectivement de ce fonds qui permettrait de réparer, mais pas que, qui permettrait aussi de financer des actions concrètes pour l'innovation. Donc l'innovation dans les transports, ce que nous avons au Sénégal par exemple, qui est une première mondiale, hein, d'avoir un BRT qui à terme va être alimenté par le solaire. C'est une vraie innovation, donc, mais besoin de financement. Donc, nous avons tous entendu les montants, disons, gigantesques montants pour financer ces projets d'infrastructure. Ces projets de transition sont des projets très coûteux. Donc, on a besoin d'argent pour financer ces projets-là. Dans le bâtiment, c'est pareil. Le secteur du bâtiment, l'utilisation des matériaux innovants
ce sont des années et des années de recherche et développement pour arriver là. Et donc, du coup, cet argent-là doit servir à financer toutes ces transformations. Je vais finir parce que là, effectivement, j'ai parlé des secteurs, mais pour la mise en œuvre, nous avons besoin de méthodologie, de méthodes de travail pour mettre en œuvre tout ça. Et pour ce faire, il faut démarrer par l'échelon le plus bas. L'échelon le plus bas, bon, alors, on peut parler des quartiers, mais l'échelon administratif, c'est la commune. Nous avons besoin donc alors là, c'est la politiste qui parle, nous avons besoin de programmation, de planification stratégique de tout cela. Si nous ne planifions pas la transition, nous n'allons pas réussir parce que nous avons besoin de nous projeter sur un horizon court terme, moyen terme et long terme, de travailler à diagnostiquer concrètement les problématiques que nous avons localement, que nous avons au plus près de nous, en proximité, pour déjà trouver des solutions communautaires et des solutions locales. C'est déjà un premier pas pour la transition. Après, effectivement, à toutes les échelles, il y a ce travail-là à mener. Donc, la transition aussi doit être planifiée au niveau national, mais un travail sérieux. Ce n'est pas vraiment des mesures compensatoires ou de temps en temps des projets qui vont permettre d'apporter des solutions concrètes. C'est à toutes les échelles de la planification stratégique en politique publique pour vraiment décliner les politiques pour la transition dans le secteur du bâtiment, dans le secteur de la mobilité, pour l'aménagement urbain et aussi pour le secteur de l'agriculture et beaucoup d'autres secteurs. Mais nous savons faire. En Afrique, nous savons faire. L'avantage, c'est qu'on a ce que beaucoup n'ont pas. Nous avons à la base déjà de l'innovation. Nous avons réussi à faire des bonds de siècles par rapport aux autres continents, notamment sur le numérique, par exemple, où nous avons réussi à passer disons, de la lampe de ma grand-mère, de la lampe à pétrole dans la chambre à un téléphone portable où on est connecté avec le monde entier. Donc, nous avons réussi à faire des bonds. Donc, j'ai confiance que nous pouvons réussir si nous y travaillons sérieusement à faire ce bond-là dans la transition pour passer tout de suite sur de l'action et encore de l'action. Je terminerai là. Merci. Merci beaucoup, Maïmouna, de terminer sur cette note d'optimisme. Il nous en faut, je pense que pour vraiment faire face à tout ce qui est les défis et challenges dont nous faisons face dans nos pays en voie de développement avec beaucoup de problématiques à gérer au quotidien. Mais je pense que tu as mis le focus sur des éléments sur lesquels on doit s'appesantir pour vraiment arriver à cette transition, notamment tout ce qui est la recherche-développement qui est crucial quand même pour vraiment trouver des innovations pour nous permettre de vivre dans ce monde changeant en termes de changement climatique, mais également d'autres aspects. Et l'autre aspect également sur lequel vous avez terminé, c'est sur la planification. C'est nécessité d'avoir une vision assez prospective du futur, ce que nous voulons, quelle politique nous devons engager vraiment pour arriver à un développement beaucoup plus durable. Donc vraiment, merci beaucoup, Maïmouna, pour cette intervention. Donc, je vais terminer par Lamine. Lamine, je termine par toi parce que j'avais en termes de cheminement, c'était clair dans ma tête, c'est que Lamine, vous êtes auprès des communautés, vous vivez avec les communautés, vous interagissez avec eux en tant qu'action pour la justice climatique ainsi que natural justice. Vous travaillez directement avec les communautés. Je sais que vous n'étiez pas à la COP, mais je sais également que vous suivez de très près vraiment les discussions et les points saillants de cette COP. Pour vous, par rapport aux résultats, aux annonces qui ont été données, quelle est la perception de la société civile? Et comment faire également en sorte que les communautés puissent voir rapidement le résultat de toutes ces négociations, de ces COP, à n'en plus finir? Donc, comment faire pour que les communautés également puissent voir vraiment les résultats palpables au niveau de leur territoire?
parce que je pense que cela va s'aligner également dans ce lointain, je dirais, de la communauté internationale qui prône le pensée global, mais agir local. Donc, comment faire en sorte que ces décisions, ces discussions qu'on a au niveau international puissent être matérialisées au niveau des territoires et que les communautés puissent voir le résultat de ces COP en entrepreneur. Donc, Lamine, vous avez la parole. Alors, bonjour tout le monde. Merci Fatma. Bonjour aussi aux participants. Alors, heureusement que Fatma, tu as peut-être lâché le mot que j'attendais, penser globalement, mais agir localement. Alors, c'est un mot qui guide régulièrement nos actions. Et nous sommes dit que c'est bon de faire la COP, ou bien de faire les COP, qui est un espace élitiste, mais c'est encore mieux de décentraliser les COP et d'inviter les communautés à se prononcer, d'inviter les communautés à comprendre les enjeux, mais aussi d'associer les communautés même à tous ces engagements que l'humanité, en tout cas, prend depuis peut-être plus d'une cinquantaine d'années. Alors, en ce sens, ce que nous avions fait, c'est que moi, déjà personnellement, moi, je ne participe plus au COP personnellement, ça c'est personnel, mais mes organisations, Natural Justice participe au COP, AGE participe. Mais moi, je me suis dit que 28 ans de négociation, 28 ans d'engagement, tout le monde connaît le problème, mais pas de solution. Et jusqu'à présent, pas de solution. Quand est-ce que la solution? On s'est posé énormément de questions. Qu'en est-il des accords de Kyoto sur les mécanismes de développement propre? Qu'en est-il des accords de Paris? Qu'en est-il des accords? Toujours nothing, toujours rien. Donc, il y a lieu de se poser des questions. Raison pour laquelle je pense qu'il y a peut-être maintenant 4 ans, voire 5 ans, nous sommes, au lieu d'aller participer à la COP, en tout cas, s'imprégner dans les négociations qui ne donnent pas absolument rien du tout, nous allons initier ce qu'on appelle des COP locales. Et en ce sens, cette année, par exemple, on a organisé une COP locale qui s'arrimait effectivement à la thématique globale, à savoir les pertes et dommages, comment associer les populations à comprendre ces enjeux. Et ce qui a lieu de noter à cet effet, c'est qu'aujourd'hui, cette thématique qui a été développée à Dubaï, mais est au cœur des communautés, en tout cas du delta du Saloum, des communautés de Saint-Louis, de Kédougou et partout au Sénégal. Aujourd'hui, si vous partez dans le delta du Saloum, qu'est-ce que les femmes te disent? La raréfaction des ressources, la perte des tortues, la perte de la biodiversité, mais énormément de problèmes qui sont justement les conséquences des changements climatiques. Et en ce sens, nous amenons les communautés effectivement à mener des discussions autour de ces questions, mais aussi nous les invitons à prendre des engagements. Nous avons aussi, dans le cadre de la mobilisation et toujours dans la dynamique des COP, c'est toujours dans le rythme des COP, nous avons fait ce qu'on avait appelé la mise en place des lead clim, des leaders composés essentiellement de femmes, mais qui portaient la voix des communautés, n'est-ce pas, sur des questions de financement, sur des questions d'adaptation, sur des questions d'atténuation. Et heureusement qu'actuellement, on sent nettement qu'il y a une évolution notoire parce que ce sont les communautés même qui réclament à ce qu'à chaque année, même si elles ne peuvent pas participer physiquement à la COP, que des COP locales soient organisées au niveau des terroirs. Et ça, quand même, ça permet aux communautés d'agir localement. Alors, maintenant, la question est de savoir quelle a été, comment dire encore, l'opinion, le point de vue des communautés. Moi, j'ai l'habitude de dire que la position aujourd'hui du Sénégal de lutter contre ou bien les pays qui refusent de financer les énergies fossiles, c'est une position, en tout cas, qui me semble être incohérente dans la mesure où, nous tous, on le sait, d'ici peut-être 2030, il sera très difficile de faire financer des projets fossiles. Ça, c'est un. Deuxièmement, les marchés d'exportation ne donnent plus. Et je pense que je vous invite en ce sens à lire une petite note qu'a élaboré le professeur Sambou sur aujourd'hui les difficultés, la baisse du prix du pétrole, du gaz, etc. En tout cas, énormément de problèmes sur le marché, sur le marché d'exportation. Ce qui devrait peut-être, comment dire encore,
alerter les autorités à revoir davantage leur politique énergétique. Mais aussi, il y a le marché du carbone. L'Afrique comptait beaucoup sur le marché du carbone. Et moi, je me dis que depuis la COP 15 à Kyoto sur les mécanismes de développement propre, ce marché n'a jamais été propice. Ce marché n'a absolument rien donné. Donc, il faudrait aujourd'hui essayer de repenser ce que nous devons faire. Maintenant, Fatma, le dilemme qui se pose, c'est que nous avons les ressources fossiles, mais nous sommes pauvres. Ce qu'on appelle les services pauvres peinent à être une réalité au Sénégal. Alors, est-ce que nous devons nous défendre à exploiter ces ressources au profit de l'environnement, ou bien est-ce que nous devons effectivement préserver notre environnement et dire stop aux fossiles? En tout cas, à mon sens et d'après les communautés, aujourd'hui, il leur est plus préférable de protéger le delta, qui est un patrimoine, en tout cas, très sérieux à ne pas exposer sous l'exploitation du pétrole, etc. Il est aussi urgent de protéger aujourd'hui les récifs coralliens à Saint-Louis et un peu partout, en tout cas dans la zone nord. Alors, ce qui fait que moi, je me suis dit que les changements climatiques touchent les communautés. Les impacts touchent directement les communautés. Et souvent, on nous dit que oui, l'Afrique, on peut encore polluer. Moi, je me dis que c'est dangereux. Pourquoi les gens disent cela? Parce que l'Afrique contribue moins 4% d'émissions. Mais si on prend les données au niveau local, au niveau national, les 30 dernières années, le Sénégal a fait des bons en matière de température de 1,7 degrés. Et ça a engendré des conséquences désastreuses sur les maladies vectorielles, sur les maladies hydriques, sur la sécheresse, sur la perte des moyens de subsistance, sur énormément de problèmes. Ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, nous devons tous dire stop aux fossiles et essayer peut-être de renforcer la mobilisation autour de la promotion des énergies fossiles. Alors, pour terminer, Fatma, je pense que vous avez peut-être suivi la COP 16 sur la... On dirait que vous avez dit fossile, promotion des énergies fossiles. Oui, effectivement, renouvelable. Nous devons peut-être nous mobiliser pour la promotion des énergies renouvelables. Merci, Fatma. Alors, pour peut-être terminer, lors de la dernière COP 16 sur la biodiversité, la dernière COP, c'était la COP 15 sur la biodiversité. À la suite justement de cette COP, l'UICN a actualisé sa liste des espèces menacées, ce qu'on appelle la fameuse liste rouge. Alors, dans cette liste, il est facilement remarqué que sur 157 190 espèces, aujourd'hui, 44 000 sont menacées d'extinction définitive. Et il s'agit des tortues, il s'agit des saumons, il s'agit des fruits de mer, des crustacés, beaucoup d'espèces qui aujourd'hui constituent la quintessence ou bien l'essentiel des moyens de subsistance des populations. C'est justement pour vous dire que la question est urgente. Donc, on ne doit plus être dans une position de « on va faire », mais nous devons être dans une position de « faire », parce que, en tout cas, le problème est plus que jamais actuel. Le Sénégal aussi, je pense a un potentiel en matière d'hydrogène vert, en matière de biomasse, et les communautés comprennent effectivement que ce n'est pas le fossile qui va leur faire sortir de l'auberge, mais il faudrait peut-être promouvoir ces énergies renouvelables au-delà de l'éolien, au-delà de l'hydraulique, mais aussi au-delà des centrales bien du solaire que nous avons l'habitude de voir, mais essayer d'expérimenter d'autres formes d'énergie comme l'énergie verte, la biomasse. Mais il faudrait aussi essayer de voir comment abandonner carrément le fossile dans le système énergétique des ménages ruraux, mais aussi de l'éclairage public. Et je pense que cela, mais l'État du Sénégal pouvait s'engager peut-être en disant que d'ici 2025, nous pouvons progressivement abandonner tout ce qui est production d'énergie fossile dans le système énergétique des ménages, que les ménages peut-être utilisent plus de solaire, la biomasse, les biodigesteurs, etc.
Et même pour l'éclairage public, on essaye de voir des énergies alternatives. Mais j'insiste là-dessus pour peut-être rester toujours dans le timing, ne pas prendre le risque d'exposer le delta du Saloum, ne pas prendre le risque d'exposer ou bien de détruire nos récifs qui, en tout cas, construisent le lieu de production de l'essentiel de nos moyens de subsistance, des communautés qui sont aujourd'hui menacées par ces changements climatiques et qui ne peuvent plus attendre des promesses qui peinent en tout cas à être réalisées. Alors, justement, je vais clôturer peut-être mon intervention sur cette note en disant que les COP sont devenus pour moi des machines de création de concepts, des laboratoires de production de slogans, des espaces d'expression de vœux pieux où les pays sous-développés contemplent lamentablement leur mur de lamentation. Et il faut que cela s'arrête. Il faut que nous soyons dans l'action. Il faut qu'aujourd'hui nous agissons pour définitivement essayer de sauvegarder ce qui nous reste de nos écosystèmes, mais aussi de promouvoir des énergies propres pour un peu, en tout cas, alléger la souffrance de nos communautés. Alors, je pense que, Fatma, pour un premier temps, je vais peut-être terminer sur ces notes. Et peut-être durant les discussions, on peut rebondir sur quelques aspects. Merci. Merci Lamine pour votre intervention et je retiendrai la dernière phrase, les COP comme laboratoire de création de concepts. Ça fait rire, mais ça fait également se poser des questions sur quels résultats ou bien quelles sont les finalités, à vrai dire, de ces COP, de ces rencontres internationaux. Et je pense que dans votre également intervention, vous êtes revenu vraiment pour nous alerter également de l'urgence, cette urgence climatique ressentie au niveau des communautés, mais également cet appel à l'action que vous nous partagez également. Merci beaucoup, Lamine. Je pense qu'on a fait un peu le tour des interventions de nos différents experts et expertes qui nous ont partagé vraiment des analyses assez pointues et des perspectives par rapport à cette COP28. Et là, maintenant, je pense que la parole est à vous, chers participantes, pour également, on aimerait avoir vos questions, vos commentaires, mais également vos contributions par rapport à cette discussion. Et je pense que la parole est ouverte. Je passe la main à Mignel pour voir s'il y a des gens qui veulent prendre la parole ou qui ont déjà émis des questions. Merci beaucoup, Fatma, et merci à tous les intervenants, intervenantes. Nous avons donc des mains qui se lèvent. Nous allons commencer par Madame Rougika de la DITAS, suivie de Madame Mariama Soumaré. Oui, merci beaucoup. D'abord, on va remercier les intervenants pour la clarté de leurs propos et la pertinence. J'aimerais revenir sur la question globalement de la participation des pays africains au COP et interpeller à ce niveau M. Cissé, Ibrahima. Souvent, on a l'habitude de dire que nous, pays africains, on est sous-représentés du point de vue de l'expertise et même du point de vue du nombre. Est-ce que pour cette COP 28 à Dubaï, on a pu avancer de ce point de vue-là? Et par rapport toujours à M. Cissé, et en lien avec le financement climatique, nous savons que même si des fonds sont promis pour le climat, ces fonds sont souvent alloués à la question de l'atténuation de l'émission des gaz à effet de serre. Et pour nous, les pays qui émettent moins ces gaz à effet de serre, on est beaucoup plus au niveau de la question de l'adaptation. Alors, est-ce qu'il y a eu des avancées en termes de rééquilibrage des orientations de ces fonds pour mieux prendre en compte nos préoccupations en promouvant davantage ces types de projets pour que l'Afrique puisse s'adapter davantage face au changement climatique?
Je reviens par rapport à mon collègue Lamine Diagne. Merci beaucoup pour ce plaidoyer pour les communautés locales et notamment pour les communautés qui vivent aujourd'hui de la pêche et où il y a beaucoup de peur et d'inquiétude en lien avec l'exploitation gazière qui devrait commencer en fin 2023 et qui est aujourd'hui repositionnée dans le premier trimestre pour 2024. Alors souvent, on a l'habitude de nous rassurer et de nous dire que on a du gaz, bon, on a majoritairement des ressources gazières, donc le Sénégal est moins exposé vu que le gaz est entre guillemets une énergie de transition qui émet moins comparé au pétrole. Est-ce que ça ne justifie pas quelque part la position du Sénégal de devoir valoriser ses ressources, vu aussi l'urgence économique de l'autre côté, un pays qui doit répondre à des besoins socio-économiques de ses populations. Alors, est-ce que par rapport à ce dilemme, on ne peut pas comprendre quelque part la position du Sénégal de vouloir valoriser ses ressources? Toujours est-il que les communautés locales sont davantage exposées, même si cette question du gaz en tant qu'énergie de transition on pourrait atténuer le débat. La question de l'impact spatial même de ces projets gaziers au niveau de ces territoires se pose davantage. Une bonne partie de ce que j'appelle le foncier halieutique est aujourd'hui occupé par les plateformes gazières. Comment répondre, comment prendre en compte ces enjeux spatiaux au-delà même de la question climatique? Voilà un peu un certain nombre de questionnements que je me pose et que je propose, que je pose sur la table. Merci beaucoup. Voilà. Je tiens d'ailleurs à corriger, donc vous n'êtes pas de la DITAS, mais bien de Natural Justice. Merci beaucoup, Rugika. Et maintenant, c'est Madame Mariama Soumaré qui, elle, est de l'organisation Bound Dev. Nous essaierons de faire des contributions assez courtes pour pouvoir permettre aux intervenantes de réagir. Voilà, Fatma. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, Mariama, on vous entend. Bonjour, alors je vais rebondir sur la contribution question, les contributions questions de Madame K et auparavant la réaction, la présentation de Monsieur Diack pour revenir sur l'aspect communautaire de cette prise en charge des défis liés à l'environnement. Donc, dans un premier temps, je crois que Madame K a un peu parlé de une partie des questions que j'allais poser, notamment la prise en charge des défis auxquels l'Afrique en général, qui pollue moins, est confrontée. Et je voudrais, à ce titre-là, poser une question ou faire une contribution, à savoir, est-ce que l'Afrique ne devrait pas euh, harmoniser sa participation à ces COP-là qui se suivent et qui se ressemblent, comme disait M. Diagne tout à l'heure. Et finalement, au bout du compte, on ne voit pas beaucoup de changements au niveau de l'impact sur les communautés. Donc, est-ce que l'Afrique ne devrait pas avoir une seule voix et porter ce combat-là? Donc, deuxième question, ça concerne la sensibilisation des communautés. Parce que moi, je travaille avec des communautés à la base, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ma structure s'appelle Buntu Dev, Buntu Développement, quoi, Buntu comme la porte. Je promeus des femmes et des jeunes entrepreneurs, mais éco-responsables. Donc, on a beaucoup de rencontres que nous faisons pour diminuer les gaspillages, parce que moi, je pense que peut-être que c'est pas à grande échelle, ce sont des actions quand même qu'il ne faudrait pas minimiser. Donc, nous parlons beaucoup d'économie d'énergie, de récupération, de tri des déchets, etc. Et à terme, on a préparé comment on dit encore, un programme, la tenue d'un salon
environnement et cadre de vie. Un salon national et à terme, il devrait être régional pour inviter tous les acteurs face aux populations, que l'information soit connue, la sensibilisation faite, des actions, des recommandations faites. Est-ce que Merci. en fait, à terme, la question que je voudrais Oui. poser, est-ce qu'on implique assez les communautés à prendre en compte, à prendre conscience de cette problématique-là? Voilà ma question. Merci. Beaucoup, Madame Soumaré. La question est notée par nos intervenants. Il y a, je vois M. Fall, M. Sarah Fall, vous avez la parole. Peut-être juste s'en tenir à 2 minutes, comme ça on pourra redonner la parole à nos intervenants avant de clôturer. Merci. Allô, bonjour. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Issa Hafal. Je suis un étudiant international. Je suis actuellement au Canada à l'Université de Montréal pour faire une maîtrise en environnement et développement durable. J'avoue que j'ai pris le train en chemin, mais comme que le programme était assez riche, je me suis dit que même si que je vais être en retard, je vais pouvoir vraiment y participer. Moi, j'aimerais vraiment avoir votre avis sur une étude que j'avais eu à participer avant de venir, qui a été élaborée par Oxfam. Donc, c'était une étude qui portait sur la perception sur le changement climatique au Sénégal. Donc, moi, je gérais la zone de Saint-Louis. Maintenant, j'aimerais savoir, après vraiment la participation des différents pays par rapport au coop, est-ce qu'on peut dire que cette participation a des impacts positifs sur la perception ou bien sur le changement climatique en général? Merci. Merci beaucoup pour la constitution. Donc, je pense qu'on va remettre sans plus tarder la parole à nos intervenants de réagir par rapport aux questions. Je pense qu'il y a beaucoup de contributions, mais également, il y a pas mal également de questions. Donc, peut-être Lamine ou qui veut intervenir. Parce qu'il y a Lamine qui a été interpellé 2 fois, je pense, que c'est Lamine Diagne. Peut-être après, Maïmouna pourra ajouter et Absa également. Oui, merci. Alors, Je pense qu'il faut commencer par Lamine. Mais je laisse Lamine Diagne répondre. D'accord. Lamine, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Allez, merci. Alors, rapidement, sur la question de Rougui, que je remercie d'avance, c'est qu'aujourd'hui, quand on indexe le gaz, ce n'est pas du fait de sa capacité polluante, mais c'est du fait de sa capacité de réduire les milieux récepteurs. Ça veut dire quoi concrètement? Aujourd'hui, quand on exploite le gaz, si on veut orienter la question sur le niveau de pollution, on risque de fausser le débat. Mais il faut voir le milieu dans lequel ce gaz sera produit. Quel sera en tout cas l'avenir de ce milieu après l'exploitation du gaz? Et il faut aussi savoir que les milieux récepteurs sont aussi des réservoirs de carbone, des réservoirs des milieux qui séquestrent le carbone. Aujourd'hui, si on détruit l'océan à cause du gaz, en disant que ce gaz est mauvais polluant, il faut savoir qu'on est en train en même temps de détruire ou bien de déséquilibrer un réceptacle du carbone ou bien un réservoir du carbone. C'est un peu, bon, ça c'est une réponse plus ou moins brève. Par rapport aux enjeux spatiaux de l'occupation de l'espace maritime, peut-être je vais laisser les autres d'apporter quelques éléments de réponse, mais je voudrais peut-être, in fine, rebondir sur la question de Mariama, à savoir l'harmonisation, en tout cas des voies de l'Afrique. Moi, je pense que même au-delà de l'harmonisation, pour que l'Afrique ait une seule voie, il faut même à un moment donné faire la politique de la chaise vide ou bien abandonner purement et simplement une COP. Pour moi, c'est plus fort en termes de plaidoyer que d'aller là-bas et de se lamenter chaque année pour revenir avec des engagements qui vont être en tout cas renouvelés la prochaine COP. Il faut à un moment donné que tous les pays africains fassent en tout cas la politique de la chaise vide en boycottant en tout cas ces COP-là. Moi, c'est peut-être ma compréhension des choses. Alors, par rapport effectivement à l'étude qu'a parlé mon cher de tout à l'heure du Canada, oui, les communautés ont toujours des retours, hein, parce qu'après les COP, il faut savoir qu'on est à notre 28e COP, mais on est à notre énième post-COP.
Et les post-COP, c'est souvent des sortes de restitutions. Donc, nous restituons, même, en fait, les solutions, ce n'est pas des palabres, des arguments, mais ça doit être des actions concrètes. Nous devons aller à l'action, développer des mécanismes d'atténuation, d'adaptation pour que ces communautés qui souffrent là, en tout cas, soient un peu soulagées. Donc, Fatma, en résumé, Merci, c'est Lamine. quelques réponses pour la recherche. Merci beaucoup, Lamine, pour ces réponses. Je pense que Lamine, si c'est ajouter également quelques points. Non, je pense que effectivement, il y a un dépit quelque part de tous les côtés. Ces COP tardent à délivrer en termes de résultats, et notamment sur certaines questions, notamment sur la question de l'adaptation, qui est vraiment la question prioritaire pour les pays pauvres, les pays vulnérables, les pays africains, parce que ce sont ces pays qui sont le plus frappés et qui appellent à une solidarité des pays développés qui, quelque part, ont une responsabilité dans les effets du changement climatique. Je pense que la question, c'est moins une question de représentation, parce que l'Afrique est bien représentée durant ces négociations. Au niveau gouvernemental, il y a des délégations gouvernementales qui sont assez fortes, à la limite même trop importantes souvent, avec avec une expertise qui est là, hein, sur toutes ces questions. On a l'expertise. Aujourd'hui, on peut se targuer d'avoir Madame Madeleine Diouf Sarr qui a dirigé durant des années le LDC Group, les négociations sur les changements climatiques. C'est cette année même qu'elle a passé le témoin à quelqu'un d'autre, mais depuis des années, elle a dirigé ce groupe-là. Donc, en termes d'expertise, je pense que c'est là. Au niveau de la société civile aussi, la société civile joue bien son rôle de mobilisation des acteurs, de toute la communication, la sensibilisation. Je pense que le problème, c'est plus une question de respect des engagements des pays développés, parce que rien aujourd'hui ne peut se faire sans accès aux ressources et à la finance. Sur toutes les questions qui ont été discutées, sur toutes les questions qu'on va continuer à discuter, il y aura besoin de mobiliser des ressources. Et tant que ces pays ne vont pas s'engager de manière plus claire sur ces financements, on va rester toujours insatisfait. Il y a eu beaucoup de promesses et chaque année, il y a des promesses. L'une des premières promesses, c'était les 100 milliards de dollars qu'on n'a jamais pu atteindre et qui sont même très loin des besoins. Je pense que donc, c'est plus ça. Parce que, en fait, tous ces accords-là n'ont pas une force contraignante. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune contrainte pour les pays de respecter ces engagements-là. Et donc, pour moi, c'est ça la question, quoi. C'est la question du respect des engagements. La question du gaz, effectivement, et des énergies fossiles a été discutée en termes de justice, parce que, comme on l'a dit aussi, un certain nombre et beaucoup de pays africains, parmi les plus importants en termes de développement économique, de niveau de développement, sont des pays qui dépendent énormément des ressources des hydrocarbures. Je prends le cas du Nigeria, je prends le cas de l'Algérie, le cas de l'Égypte, même de l'Afrique du Sud, avec le charbon. Donc, tous ces pays sont des pays où leur économie est fortement dépendante de ces ressources-là. Mais on l'a dit au niveau de la COP aussi, c'est qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a 600 millions de personnes qui n'ont toujours pas d'électricité, qui n'ont pas accès à l'énergie. Et aujourd'hui, il y a des opportunités à partir de ces ressources-là, notamment pour le Sénégal, de faire en sorte que les populations en milieu rural puissent avoir accès à la lumière, avoir accès à l'éducation, à la santé, parce qu'il y a de l'électricité, qu'ils puissent développer l'agriculture à partir des énergies. Donc, c'est une question qui est prise en compte. C'est une question, quand on parle de transition énergétique, on parle de transition énergétique juste et prendre en compte aussi ces aspects-là. Je pense que dans la déclaration, en tout cas, c'est une transition progressive qui a été dite, une transition ordonnée, progressive et équitable. Et donc, c'est toutes ces questions-là qui font que peut-être on n'a pas demandé tout de suite une sortie des énergies fossiles, parce que s'il y a des enjeux aussi bien pour les pays développés
que pour les pays en développement. Donc, je sais pas, Oui, il y avait d'autres je vais questions. peut-être m'en arrêter là, compte tenu du temps. Parce que là, oui, on est rattrapé un peu par le temps parce qu'on s'était donné comme délai d'avoir 1h30 de discussion. Mais je pense que Maïmouna également, si tu as des choses à ajouter par rapport aux commentaires des participants, c'est la bienvenue. Très rapidement, je voudrais juste sur la question de, enfin, est-ce que nous devons continuer le développement et continuer à développer effectivement nos énergies fossiles, par exemple, hein, parce qu'effectivement, c'est le sujet qui est posé ici. Alors, effectivement, on est déjà lancé, les investissements sont déjà là, donc faut peut-être avancer, mais il y a peut-être un travail à mener pour éviter de tomber. On a déjà eu les leçons des pays fortement industrialisés, des pays qui ont développé les énergies fossiles. On a déjà vu, donc on a déjà les leçons. L'avantage qu'on a, c'est que nous avons eu les leçons que les autres n'ont pas eues. Donc, peut-être que ça peut aider, l'apprentissage peut aider à faire autrement. C'est une occasion unique pour faire autrement. Même si on a du gaz, parce qu'il faut rappeler quand même que le gaz n'est pas une énergie renouvelable, c'est une énergie fossile, comme le pétrole. Donc, c'est une énergie fossile, donc ce n'est pas une énergie durable si on parle là-dessus, parce que c'est émettrice de gaz à effet de serre. Et on l'a dit tout à l'heure aussi, Monsieur Yann le disait, c'est aussi une énergie qui va participer au dérèglement climatique et à impacter fortement l'environnement des communautés. Mais nous avons l'occasion peut-être de faire autrement. Si on prend ne serait-ce que la question des déchets, on peut gérer nos déchets autrement par l'économie circulaire, utiliser les déchets pour faire du biogaz, et au lieu d'utiliser justement le gaz fossile, créer du biogaz pour déjà, dans les ménages, apporter des solutions concrètes, des solutions beaucoup plus durables. Sur la question de la sensibilisation, c'est une nécessité. C'est une nécessité parce que les gens comprennent très rapidement, parce que les gens vivent le changement, vivent le dérèglement climatique. Donc, les communautés comprennent très facilement ce qu'il faut faire, comprennent aussi, mais il faut les accompagner à faire. Si je prends juste sur le bâtiment, quand nous allons à l'intérieur du Sénégal, l'architecture locale, c'est de l'architecture en terre. Mais nous avons abandonné au fur et à mesure cette architecture, d'où ce besoin de sensibiliser les populations, d'investir, parce que pareil, il faut peut-être accompagner par des vraies politiques publiques de logement, d'habitat, d'accompagner les personnes, d'accompagner les populations à construire plus durablement grâce à la terre. Nous avons les compétences, il faut juste réactiver, former les gens pour aller vers ça, mais pour faire des constructions durables. Mais ça, c'est du domaine à la fois de politique publique, mais aussi du domaine communautaire. Donc, les deux doivent aller ensemble. Hein, donc, l'un ne peut pas laisser l'autre de côté. Et la mobilisation de ressources endogènes, on attend beaucoup des COP, on attend beaucoup du financement des pays riches, mais il faut peut-être travailler aussi sur de la mobilisation de ressources endogènes pour financer cela. Ça passe par ce que je disais tout à l'heure, par exemple l'économie circulaire. Ça, ce sont des ressources endogènes que nous pouvons mobiliser, mais autrement et par l'innovation sociale, nous pourrons peut-être y arriver. Merci. Merci beaucoup, Maïmouna. Je pense qu'il y avait une question de Tadé, mais je pense que ça a été un peu pris en charge par la réponse de Lamine. Si ces derniers engagements financiers pris lors de ce COP sont réalistes, donc c'était la question de Tadé. Mais je pense que Lamine a fortement parlé quand même de ce défi lié à la mobilisation des ressources quand même pour permettre d'opérationnaliser ces annonces durant la COP. Donc, je pense que je vais vous remettre chacun 1 minute pour dire vos derniers mots quand même et vous remercier vraiment fortement d'avoir participé, d'avoir partagé vos analyses, vos perspectives quand même par rapport à cette thématique.
Je vous remercie et je donne à Lamine de démarrer. C'est 1 minute, Lamine, parce qu'on est en train de déborder. À la suite de cela, je remettrai la parole à mes collègues Mignel et Fabien, peut-être pour vous dire au revoir. Merci beaucoup en tout cas. Oui, merci. C'est Oudjel. Merci, Fatma. Oui, juste. Merci, Fatma. C'est vraiment vous remercier de cette initiative que vous avez prise de permettre ces discussions-là. Je pense que nous travaillons tous ensemble dans ce cadre-là pour faire en sorte que les acteurs puissent s'exprimer, puissent voir les points de collaboration, les points de synergie. Donc, je remercie tout le monde. Je remercie surtout les panélistes, mais aussi toutes les questions que nous avons reçues de la part de l'audience. Merci encore une fois. Merci, Lamine. Maïmouna, vous avez la parole. Je vais donner à Maïmouna, d'accord. Merci beaucoup, merci pour l'organisation, c'est très intéressant, j'ai beaucoup appris et aussi ça me permet de connaître les personnes aussi de l'écosystème, moi qui démarre au Sénégal. Donc je vous remercie et c'était vraiment intéressant d'avoir cet échange et d'écouter les uns et les autres et surtout la richesse, la qualité des interventions. Merci beaucoup et j'espère de tout cœur qu'on arrivera à transformer les choses au Sénégal parce qu'on peut y arriver. Merci beaucoup, Maïmouna. Lamine, vous avez la parole. Alors, merci et félicitations encore une fois d'avoir vraiment créé cet espace de réflexion, d'échange. Et ce qui ressort de ces réflexions, c'est que tout converge dans le même sens et que les idées sont vraiment, en tout cas, très prospectives. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Maïmouna, je pense qu'il nous appartient à nous, Africains, de construire l'Afrique, d'avoir des positions claires et communes pour vraiment aller de l'avant au service des communautés. En tout cas, nous sommes à votre disposition pour ces genres de réflexion. Nous sommes vraiment disponibles et disposés à accompagner cette initiative. Félicitations à toute l'équipe de HPS. Merci beaucoup, Lamine. Je vais terminer par Absa. Absa, vous avez la parole. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé. Merci beaucoup, Fatma, pour l'invitation. On remercie aussi la Fondation pour l'initiative. Je pense que je ne peux pas dire plus que ce que les intervenants ont déjà dit sur le concept. En tout cas, les échanges étaient assez riches. Je me réjouis en tout cas d'avoir participé et j'espère qu'il y aura d'autres formats de ce genre-là très rapidement. Merci encore. Tout à fait. Il y aura d'autres formats et je pense que ma collègue Mignel va revenir sur des autres formats. Et la prochaine fois, on espère vous recevoir dans nos locaux ou ailleurs pour pouvoir avoir ces cadres où on pourra discuter des thématiques qui nous interpellent, des sujets d'actualité. Donc, Mignel, je te donne la main et merci beaucoup aux intervenants et intervenantes pour la qualité vraiment de vos contributions. Ce fut un honneur de pouvoir vous amener à cela, à modérer ce panel. Merci beaucoup. Merci Fatma et encore merci à tous et à toutes. Effectivement, une première rencontre déjà très riche. Nous partagerons le lien de ce webinaire avec tout le monde. Il sera disponible sur notre page, notre chaîne YouTube, ainsi que sur nos différentes plateformes. Nous vous encourageons à le partager, bien évidemment, pour permettre à tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui de pouvoir profiter de cette discussion très riche et de ces avis qui nous donnent justement une bonne perspective et de bonnes pistes pour la suite. Alors, concernant effectivement les Ball Talks, c'est un rendez-vous qui sera mensuel. Nous essaierons de les tenir tous les derniers jeudis du mois. Et comme j'ai eu à le dire, nous allons alterner entre le programme écologie et ses différentes composantes et le programme démocratie. Donc, effectivement, nous n'hésiterons pas à vous ressolliciter sur d'autres thématiques et nous vous remercions vraiment pour votre disponibilité, pour vos contributions qui ont été riches et pour la participation des participants qui effectivement ont eux aussi, ou elles aussi, de différents endroits du monde. On l'a vu avec M. Fall, Issarpa, se sont joints à cette conversation. Voilà, je ne sais pas si Fabienne veut avoir le dernier mot et merci à Fatma pour l'excellente modération. Merci beaucoup, Mignel. Merci à toute l'équipe.
Très bien. Il ne reste pas grand-chose à dire. Merci beaucoup pour ce débat très riche. À la prochaine fois, j'espère. Merci pour la modération, l'animation et aussi à nos intervenants d'être disponibles pour cette discussion. À la prochaine fois. Merci. À bientôt. Merci beaucoup, les gars. Merci. Au revoir, Au merci. revoir. Merci Merci, au revoir. beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, l'ami.